Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander une capture vidéo de cette présentation, donc je l'ai faite spécialement pour vous. L'idée étant, dans cette présentation, d'aborder des choses assez douloureuses, je ne vous cache pas, notamment mon parcours chaotique en tant que recruteuse et comment je me suis extirpée de tout ça et comment derrière j'ai bâti un socle de valeurs et du coup comment vous pouvez faire certainement les mêmes choses que moi, pour, créer vos propres valeurs. En tout cas, quoi qu'il advienne, on va se dire des choses assez osées et d'ailleurs mon nom c'est Shirley El Mousnichiche, mais ça porte la quintessence de l'audace, donc clairement on va oser se dire des choses. Moi je suis recruteuse IT pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis maintenant 10 ans, je suis indépendante depuis 2018, donc sur les réseaux on m'appelle Tata Chichi, mais vous pouvez m'appeler Mamie Chichi, sans problème. Je suis agent de carrière, donc ça c'est le mot très stylé en fait, hein, pour dire que je suis pôle emploi du luxe, j'aide, j'accompagne, surtout en ce moment, je deviens un peu un support moral aussi dans un contexte de licenciement assez fort, mine de rien. Je suis auteur de livres en recrutement, donc j'en ai écrit 3 mine de rien, donc Les joies du recruteur, Startup Nation où je raconte l'histoire du monde de la start-up et récemment The Pragmatic Recruiter. Alors moi et l'anglais, hein, vous savez, c'est une catastrophe. Ma mère m'a appelée Shirley, mais vous pouvez m'appeler Charlotte, sans problème, hein. C'est la plus grosse imposture de ma vie. Chaque fois que je parle anglais, on dirait que je fais un AVC ou encore même que c'est une mauvaise traduction d'Emily in Paris. Bref, évidemment, j'en rigole et c'est mon passe-temps favori. Je suis comique du dimanche. Je me suis limitée au dimanche pour éviter de faire trop de mal à la profession et puis au secteur en général. Mais une chose est sûre, c'est que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et en parlant désespoir, on va parler de choses, de mon épisode dirty dans ma vie. Et pour ça, j'ai voulu faire allusion à Stanley Milgram. Stanley Milgram, c'est qui? C'est un psychologue social qui a mesuré le degré de soumission des individus à une autorité qu'ils estiment légitime. Et en l'occurrence, l'autorité légitime, c'était des scientifiques qui faisaient eux-mêmes une expérience sur la mémoire et ils prenaient donc un faux cobaye. Et à chaque fois qu'ils donnaient une mauvaise réponse par rapport à une question, ils recevaient une décharge électrique. Je ne sais pas si vous imaginez le délire, c'est comme si vous passez un entretien et puis bim, décharge électrique si tu as une mauvaise réponse. Bref, sur le moment, on peut imaginer ça plutôt drôle. En tout cas, au début, l'expérience était plutôt chouette. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu cette expérience, mais au fur et à mesure, on sent de la tension, on sent vraiment que le cobaye, il en peut plus, il pleure d'ailleurs, il est en état de détresse. On le voit pas, ce qui rend l'expérience assez déshumanisante, je trouve. Et le participant, il dit, on arrête à un moment donné, là, il n'en peut plus. Et les scientifiques, ils disent, non, il faut continuer, c'est pour le bien de l'expérience. Bref, moi, ça m'a fait la première fois que j'ai vu cette expérience, déjà, ça a été pour moi un choc parce que mine de rien, 62 des participants ont été jusqu'à la décharge électrique mortelle et j'ai voulu faire le parallèle avec ma profession où on est un maillon d'une chaîne, en fait. Et moi, souvent, j'ai appuyé sur ce bouton de la décharge électrique, que ça soit auprès des candidats, que ça soit auprès des collègues, que ça soit auprès des managers, pour répondre à des injonctions qui venaient du dessus, en fait, une autorité légitime qui sont donc le management et les patrons. Le premier bouton, ça a été donc un scénario mensonger. On est dans un contexte du recrutement où il n'y a pas à l'époque vraiment de scrapping de données, même si aujourd'hui c'est légèrement pas très éthique, mais on se retrouve dans une situation où il faut appeler sur le lieu de travail les individus pour leur proposer un poste. Et comme il y a le barrage de là ou du standardiste, il faut inventer des scénarios. Et donc, moi, je me fais passer pour une conférencière qui est intéressée par telle personne pour qu'il puisse faire un talk, etc., etc. Je trouve des scénarios intéressants, ma collègue aussi. On s'offre des verres quand on a réussi à obtenir les coordonnées et le contact. Alors, sur le moment, ça paraît drôle, mais ça reste quand même ultra intrusif et surtout mensonger. D'ailleurs, sur cette échelle, hein, vous verrez au fur et à mesure, peut-être que vous aurez mis des placements différents sur le light, sur le plus fort, etc. Moi, je l'ai fait en fonction de comment je l'ai ressenti. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'humiliation. Donc là, on est dans un open space où il y a beaucoup de juniors en recrutement et un senior en recrutement. Et ce jour-là, ce senior en recrutement a eu le malheur d'avoir une réponse négative de la part d'un candidat concernant un poste. Ce qui arrive dans notre quotidien le plus souvent, hein. Je veux dire, c'est pas du tout dérangeant, mais pour notre patron, c'était la réponse négative de trop. Et il se fait humilier, pas pendant 2 minutes, pas pendant 5 secondes, pendant 10 minutes non-stop, où il se fait insulter, où il se fait traiter de pute. Et donc, vraiment, pourquoi j'appelle ça un bouton de la décharge, c'est le fait de ne pas réagir, de rester silencieuse et de rien faire.
Et ça arrive très souvent dans votre quotidien ou même des fois dans votre vie, hein, où vous voyez une personne souffrir littéralement, où vous voyez une personne se faire agresser, où vous voyez une personne, se faire humilier et on n'intervient pas, en fait. Le silence tue. La complicité, le silence tue. Et donc, cette personne au final, restera dans cette entreprise. Nous aussi, on continuera et on fera encore pas mal de choses dans cette échelle de la fourberie. Alors j'ai été, très polie, hein, mais j'appellerais bien ça l'échelle de la fils de puterie. Le harcèlement, typiquement un sujet ultra actuel, mais qui est incarné dans notre profession encore trop souvent, où il s'agit d'appeler pendant plusieurs, heures des individus, les relancer, utiliser des canaux ultra intrusifs pour leur proposer des jobs et donc là, moi, je me retrouve vraiment dans cette situation où j'appelle pendant toute une journée 10 fois, hein, une personne pour savoir s'il va accepter ou non un poste. Donc il est 20 heures, on reste très tard dans les locaux, on est jeune, insouciant, pas de vie de famille et donc 20 heures, j'appelle cette personne et il me dit: «Mais à un moment donné, Charles, là, ça fait quand même beaucoup de fois que tu m'appelles. Est-ce que tu peux arrêter tout de suite? J'ai une vie de famille» et cetera et là, mon patron en mode Odile de ré, il me tient la jambe: «Alors, il a dit quoi? Il a dit quoi?» J'ai dit: «Il faut le rappeler demain, il n'est pas disponible». Et là, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, d'être ce moustique à 4 heures du mat qui te réveille, qui te chatouille l'oreille, qui te dit: «Bonjour, j'ai une opportunité, en JavaScript. Alors il y a du Java dedans, mais c'est pratiquement pareil, est-ce que ça vous intéresse?» et bim! Tu as envie d'éclater au mur, tu vois? Non, vraiment, on nous dit chasseurs, hein, mais s'il y a une population à réguler, c'est la nôtre et ce harcèlement, il est perpétuel et mon boss l'appelle le lendemain parce qu'évidemment, il pensait que j'étais pas capable, pas assez, convaincante et il appelle pour savoir quelle est sa réponse et évidemment, il dira non, sans surprise et il se fait gronder, mais vraiment comme un malpropre: «Mais c'est l'opportunité de ta vie, pourquoi tu refuses? Qu'est-ce qui se passe?» et cetera et cetera. Bref, vous voyez ce que je veux dire? On n'en est qu'à la moitié de cette échelle. Évidemment, on prend des galons dans l'échelle de la fils de puterie et donc je deviens manager. Manager d'une personne que j'apprécie encore aujourd'hui beaucoup au demeurant et donc je suis ce manager idiot, stupide, mais vraiment, l'idiocratie dans toute sa splendeur où je manage par les chiffres. Quels sont tes ajouts sur LinkedIn? Quels sont tes nombres de rendez-vous? Quels sont, t le nombre de placements? Bref, tout est conditionné par les chiffres et je sens qu'elle, ça la saoule au plus haut point. Je sens même que même notre relation se détériore, je sens même que ça n'a pas véritablement, d'effet positif en fait, hein, dans le quotidien de cette personne et dans mon quotidien et donc j'en arrive à dire à mes patrons: «Je pense qu'il faudrait que je fasse mon management à ma sauce en fait. Ça passe pas très bien, elle est en souffrance», et là, on me dit: «Mais je comprends pas Shirley en fait, lors des entretiens qu'on a passés ensemble, tu nous as dit que d'avoir été pressurisé, tu nous as parlé du management que tu as reçu qui était très compliqué et regarde aujourd'hui à quel point tu es une bonne recruteuse. Je pense que c'est grâce à tout ça, non? Pourquoi tu voudrais pas reproduire les mêmes, schémas?» Je sais pas si vous voyez le délire du raisonnement, je vais l'extrapoler de façon très violente, mais c'est comme si on disait à une femme violée, qui a aujourd'hui du charisme, qui a aujourd'hui du caractère, qui est capable de dire non, qui est capable de s'affirmer, de prendre la parole, on lui disait: «Bah, finalement, c'est pas mal ce petit coup de polish. Regarde, tu es devenue une femme forte qui a du charisme. C'est bien finalement, ça t'a rendu service». Donc on normalise la violence. On part du principe que ça rend meilleur. Évidemment, c'est une technique de chien, mais c'est des techniques efficaces, tout ce que je vous raconte. Pourquoi? Parce que on est dans un schéma où on fait du chiffre d'affaires. C'est un petit peu comme vous, si vous avez un système d'information complètement éclaté au sol, avec de la non-qualité, des bugs dans tous les sens et vous arrivez à signer une levée de fonds de 80 millions d'euros et vous arrivez à signer de nouveaux clients et vous arrivez à avoir des posts LinkedIn ultra glorifiants de votre solution. À quoi bon se remettre en question quand ça fonctionne, en fait? Et surtout, ce n'est pas sale. Moi, je le fais, mon boss le fait, mes collègues le font. Je veux dire, ce qui est dingue, hein, c'est que souvent, plein de gens disent: «Je veux faire ce métier pour le côté humain». Mais on n'oublie pas que dans le mot humain, il y a le H qui a été aspiré, mais toute une profession, en fait. Mais pour moi, le choc de trop, il y en a un et ça a été pour moi le déclic dans ma carrière, en fait, c'est un acte de discrimination. Je vous raconte la situation, on est dans une salle d'entretien avec des parois vitrées, ça aura son importance pour la suite et donc je fais un entretien avec une personne vraiment top,
tous les voyants sont au vert, alignement des planètes, il est motivé, il est intéressant, il correspond au poste, il y a rien à redire, en fait. Et donc moi, mon âme de Jean-Claude Duss s'active à ce moment-là et je décide vraiment, d'activer, en fait, la suite du processus. Il me dit, en plus, qu'il est disponible pour faire l'entretien et donc je vais voir mon boss et mon manager qui sont juste à côté et là, mon boss m'interpelle et me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais, Shirley, là?» «Bah, comment ça, qu'est-ce que je fais? On avance, quoi, le temps, c'est de l'argent, on y va» et cetera. Il me dit: «Non, mais tu as bien vu, sa barbe, elle est beaucoup trop longue, ça ne passera jamais côté client». Donc là, je récupère la boule puante de la discrimination, double discrimination, apparence physique et religion, car selon lui, c'était la radicalisation, l'insubordination. Et donc je fais quoi, en fait? Je fais un relooking avec, Christina Cordula en mode hipster, ça va passer côté infra? Je lui propose un job, de Père Noël, en fait. Peut-être que ça passera, la barbe est suffisamment longue, comment ça se passe? Évidemment, je ne dis rien et j'arrive dans cette salle d'entretien avec toute l'hypocrisie du monde et je lui dis: «Je suis désolée, ils sont pas disponibles» et donc je l'invite à la sortie. Je serre la main avec toute la lâcheté du monde. Je lui dis un «à bientôt», alors qu'on sait parfaitement qu'il n'y en aura pas des «à bientôt». Bref, ça a été un choc parce qu'on est en totale rupture avec le droit du travail. On a tous un livre de prière, on a tous un livre de référence, vous avez certainement des livres de qualité qui vous parlent aujourd'hui, qui sont vos références de chevet, mais si on a bien un livre en commun, c'est le droit du travail. Et en fait, ce qui s'est passé, un acte de discrimination, aujourd'hui, c'est pénalement répréhensible. C'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est aussi une injustice et une honte la plus totale. Une décision qui est prise à travers une vitre d'entretien. Il n'y a même pas eu l'hypocrisie d'un bonjour de la part de mon boss, il n'y a même pas eu l'hypocrisie d'un café. Et c'est une source de souffrance pour soi-même et pour les autres. Et d'ailleurs, si cette personne aujourd'hui me regarde et écoute cette vidéo, vraiment désolée. On ne le dit pas assez des pardons dans ce monde de l'IT, mais vraiment pardon pour ce qui s'est passé. Et moi, si vous voulez, la discrimination, ça a été longtemps l'histoire de ma vie. J'ai pioché dans un jeu Uno et c'est plus 4 direct. Mes origines, plus 1. Pourquoi? Parce que moi, je suis d'origine tunisienne et algérienne, de par mes parents. Et c'est arrivé en entretien souvent, très, très souvent. «Excusez-moi mademoiselle, je vous pose cette question un petit peu, saugrenue, désolée, hein, par avance, mais de quelle origine êtes-vous?» «Comment ça, je suis un fruit au marché? C'est important mes origines? C'est pour le bilan carbone? Qu'est-ce que ça peut foutre?» Et bah, non, en fait, souvent ça arrivait, donc ma mère me disait: «Bah, dis espagnol, hein, ça passe en Europe». Il y a aussi mon genre. Je veux le dire de façon très cash même, je dirais mon sexe était souvent sur la table. On ne sait pas, nous, en tant que femmes, si des fois c'est un entretien de recrutement ou un examen gynécologique. Un jour, on parlera du trou sur le CV, il faudra écarter les jambes. Je plaisante, mais c'est très trash ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Moi, depuis que j'ai mis les pieds sur le marché du travail, ça a été: «Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Est-ce que, vos enfants là, en ce moment, gna 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 gna». Bon bref, c'était toujours, en rapport à mon genre. Ma religion, c'était pas écrit sur mon front, mais je suis de confession, juive et donc si vous voulez, c'est arrivé assez souvent lors de la prise de poste, des remarques les plus folles, les plus dégueulasses. Alors j'aurais pu en écrire un livre aussi, hein, mais il y en a une vraiment qui m'a interpellée, c'est lorsque j'ai voulu un jour, j'en pouvais plus des remarques sexistes, racistes et j'ai voulu faire ce qu'on appelle, une petite boîte à préjugés où chaque fois qu'une personne dirait des propos racistes, sexistes, misogynes, discriminants, bon bref, mettrait une pièce dans cette boîte, une sorte d'impôt sur la connerie. Et là, mon boss me dit: «Ah bah, dis donc, ça c'est bien une idée de juive. Donc toi, tu vas me passer direct ta carte bleue». Bref et donc je me retrouve vraiment dans cette situation où ça arrive dans le cadre de mon job et puis je suis une fille de banlieue aussi. Et oui, je viens d'un collège et d'un lycée ZEP. Je viens d'une des villes les plus pauvres de France à l'époque, en tout cas, c'était le cas et donc souvent sur mon CV, je changeais l'adresse géographique de mon poste. J'évitais de dire lycée ZEP. Alors ce qui est drôle d'ailleurs par rapport au ZEP, hein, zone d'éducation prioritaire. À l'époque, il y avait la notion d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, c'est la zone d'éducation tout court qui n'est plus prioritaire. Au moins, on est tous logés à la même enseigne. C'est la bonne nouvelle. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai changé l'adresse. Et j'ai dû, des fois, ne pas dire vraiment d'où je venais. Bref, je devenais ce recruteur que je déteste au plus profond de mon être, en fait.
qui a fait de la discrimination, qui a subi la discrimination. Mais au-delà de la petite personne, il faut savoir, c'est que la discrimination a de multiples conséquences négatives sur la santé, tant sur le plan physiologique que psychologique. Et il y a une étude qui a été menée par rapport à ça sort pas de mon chapeau, qui a montré exactement les points comment dire, de répercussions sur les individus. L'obésité, hypertension, problèmes cardiovasculaires, dépression, autocensure, des individus qui partent du principe qu'ils ne sont pas faits pour le poste ou qui seront discriminés de facto, ne postulent plus. Et après, ça va dire mais on ne trouve pas de postulants pour l'été dans notre petit restaurant. Voilà, un exemple. Et donc, du coup, c'est un problème en fait. C'est un réel problème cet impact aujourd'hui sur l'aspect psychologique. Et ça provoque aussi un sentiment de colère. Donc ça, c'est le baromètre des défenses des droits qui dit que 82% des personnes ayant vécu un fait de discrimination ressentent un sentiment de colère. Et moi, je le comprends, ce sentiment de colère, en fait. Parce que cette personne que j'ai discriminée ce jour-là, peut-être le soir, elle est rentrée, elle a pris les transports, elle a eu un contrôle au faciès. Peut-être qu'elle est rentrée le soir et son enfant lui a dit «Hé papa, on m'a traité de sale arabe à l'école». Peut-être qu'il a eu un refus par rapport à un logement. Peut-être que cette même personne a été discriminée lorsqu'il a voulu aller au restaurant et qu'on lui a dit qu'il n'avait pas la gueule de la clientèle. Peut-être que cette même personne a été discriminée par rapport à l'administration publique. En fait, c'est une accumulation qui agace, qui provoque la colère. C'est pas un effet de mode, en fait. C'est pas à un moment donné, on va se dire, tiens, là, on a envie de parler de tout ça parce que ça nous fait plaisir. Non, c'est vraiment une situation où ça s'accumule tout le temps, dans une vie entière. Et même de génération en génération. Parce que moi, si vous voulez, j'ai eu un +4 ou non, mais ma mère, elle a eu un +8. Pourquoi? Elle était maman de 2 paires de jumeaux à 18 mois d'intervalle. Je l'ai vue avoir des talons usés pour faire des entretiens. Je l'ai vue être sur les marches des escaliers de notre maison, pleurer par rapport à du harcèlement sexuel. Je l'ai vue faire -20 sur son salaire, en fait. Donc si vous voulez, on est jeune. Moi, je devais, je sais pas, avoir peut-être, allez, 9-10 ans. On voit déjà que le monde du travail, il est ultra virulent, ultra virulent. Et ça s'accumule. On voit la souffrance des autres. On finit par se dire c'est normal. Et au-delà de ça, ce que dit la loi, c'est ça. Donc je ne vais pas tous les dire. Je pense que pour certains, vous les connaissez. Mais on est vraiment champion du monde, hein. On pourrait avoir une belle médaille si la discrimination était un concours. On aurait une très belle note, hein. 25 points de discrimination quand même. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a un gars, il a vu à chaque fois qu'il y avait un refus sur un poste, il a dû dire ah bah là en fait on est sur la situation de famille. Ah bah là la grossesse, hein, bah évidemment regardez, elle a été refusée par rapport au poste, par rapport à ça. Bon bref, les opinions politiques, on n'en parle pas assez. L'âge. Et au-delà de ça, c'est un droit humain en fait. Ça va au-delà du droit du travail. La Constitution dit nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou encore même de ses croyances. Je veux dire, ça se date de 1946. Les développeurs COBOL étaient présents ce jour-là. Ils ont signé peut-être cette constitution. Votre grand-mère, votre grand-père étaient présents. Quand est-ce que ça s'arrête, hein, à un moment donné? Bon, vous allez me dire, c'est aberrant tout ce que tu racontes, mais pas tant que ça en fait, hein. Je vais dire, entre 2001 et 2021, le nombre de salariés qui disent avoir été victimes de discrimination a doublé durant le processus de recrutement. Alors certainement que la parole se délie un petit peu plus, c'est très certainement possible, mais à un moment donné, on dit quoi à nos enfants en fait? Vous avez une fille aujourd'hui qui a 21 ans et qui passe un entretien pour un poste de développeuse. Papa, je passe un entretien, qu'est-ce que je fais? Bah, tu vas prendre cher ma chérie. Comment ça, je demande cher? Oui, vaut mieux pour ce que tu vas subir en fait. On dit quoi à nos enfants en fait? Et plus de 4 personnes actives sur 10 ont été témoins de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans le cadre de leur emploi. S'il y a bien un drame, on a droit d'être témoin, c'est le mariage. Je plaisante bien sûr, je suis très heureuse dans ma vie. Bon bref, au-delà de la blague, ce que je veux dire par là, c'est que, je comprends les gens. Typiquement, j'ai été de ces gens, hein, qui n'ont pas réagi, je l'ai dit tout à l'heure. Et je comprends ces gens qui n'interviennent pas, en fait. Parce que j'en ai vu certains qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Il y en a un, il a été complètement ostracisé de son équipe. Il y en a une autre qui a été licenciée. Il y en a une autre qui a été harcelée. En fait, les gens ne réagissent pas parce qu'ils ont peur. Peur pour leur job. Peur de ne pas être soutenus, en fait. Et aujourd'hui, il existe ce que j'appelle un statut de lanceur d'alerte pour les droits internationaux.
Il existe aussi pour le droit du travail, mais pas assez renforcé à mes yeux. Beaucoup de gens n'osent pas, s'ils sont délégués du personnel, c'est possible, mais ceux qui ne le sont pas, ils font comment en fait? Donc il faudrait davantage renforcer ce statut de lanceur d'alerte à mes yeux par rapport au droit du travail. Créer des plateformes comme a fait La Poste, où c'est une plateforme anonyme qui remonte justement tous les incidents de discrimination qui ont été vus dans des équipes, dans des départements, de façon à ce qu'à un moment donné, on puisse situer un département comme étant critique, problématique, si à un moment donné, il y a des incidents qui reviennent régulièrement. Et des fois, ça marche et ça coûte rien, en fait, de le mettre en place. Les JO de la discrimination. Alors là, il y a l'âge et le sexe qui sont au top, hein, 15%, c'est pas mal. Alors là, je dois féliciter le monde de la tech, mais pas que. Il y a le monde du BTP aussi et plein d'autres mondes. Et je parle du sexe, donc le genre, mais l'âge, c'est pas mal aussi, un niveau discrimination dans l'informatique. J'ai pas réussi à trouver les chiffres, hein, mais je le ressens au plus profond de mon être quand j'ai des personnes qui me disent est-ce que je dois dire mon âge ou pas? Est-ce que je dois préciser que j'ai été diplômée à telle date? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, pour le coup, c'est ultra violent d'entendre ça à longueur de journée. On part du principe qu'à un moment donné, quand tu es développeur à 40 ans, c'est plus possible. Donc bref, 15%, ensuite suivi des origines, 8%, et l'handicap et l'état de santé, 6%. Belle perf, encore une fois. La religion que j'ai citée tout à l'heure, c'était 2%. Et donc, pour revenir sur le fait de témoignage des témoins, moi, j'étais témoin de ça. Je ne vais pas préciser ça où, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais ce qui me fait à la fois vriller, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de la part d'une direction, en fait. Et ce qui me fait vriller, c'est aussi un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé de créer ma boîte, j'ai décidé aussi de créer une solution qui s'appelait à l'époque ID for Good pour améliorer la responsabilité sociétale des entreprises. Et je me rappelle d'avoir été à la rencontre d'entreprises pour améliorer les choses et chaque fois, c'était pas le bon moment en fait. C'était plus de temps accordé au baby-foot, mais jamais pour améliorer la parentalité, plus de temps accordé au baby-foot, mais jamais pour améliorer les conditions de travail, plus de temps au baby-foot, mais jamais pour parler de harcèlement et de problèmes de discrimination. C'était un sujet trop compliqué, trop obscur, trop Che Guevara, vous voyez. Et des fois, j'ai l'impression que c'est ça l'entreprise. C'est un petit peu ce produit au supermarché qui est très bien positionné, qui a un très bon packaging, qui a une très bonne marque employeur, vous voyez. Et puis vous vous rapprochez, vous mettez le Yuka de la marque employeur, et là, vous voyez carrément que c'est toxique, en fait. Et c'est ça, en fait, que je reproche parfois aux entreprises, c'est ce manque de clairvoyance sur ce qu'elles sont, ce qu'elles peuvent améliorer au plus profond d'elles-mêmes. Et elles choisissent beaucoup trop les solutions de facilité, baby-food, goodies, en veux-tu, en voilà, quoi. Et donc, à un moment donné, quand ça marche pas en étant sérieux, bah, faisons de l'humour, hein, danse avec les stats. Sur une rumba sur la discrimination à l'embauche, CTO et RH sur la piste de danse. La 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 la. La 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 la. Ou alors, attendez, non, j'ai encore une autre idée, mais de ouf. Touche pas à mon poste à mon retour de congé mat. On se mettrait autour d'une table, des petites pancartes. Oui, non, est-ce que Clémence mérite de revenir sur son poste? Bon, elle a rien branlé hein, avant d'être enceinte. Et puis là, elle nous met une cale hein, quand même hein, pendant pas mal de temps. Je rigole, hein, mais ça pourrait être tout à fait possible. Hein. Je veux dire, ça existe, hein, ce genre de discussion dans les entreprises. Bref, c'est facile de tacler la terre entière, vous, moi, tout le monde. Mais j'ai envie de vraiment, à travers cette étape-là dans la présentation, vous dire à quel point tout à chacun, on a l'âme d'un oppresseur. Tous, sans exception. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Et ensuite, je vous expliquerai au fur et à mesure, voilà, comment potentiellement on peut sortir de tout ça. Et déjà, la première raison, c'est l'intérêt personnel qui est pour moi la roche sur laquelle se brisent les plus grands principes, l'argent. Dans le système féodal de l'entreprise, il y a des fois des managers ou des gens qui sont très très bien payés pour faire des petits dossiers sur leurs camarades. Et dès l'instant où ils arrivent à se payer une super voiture, des voyages, à remplir bien le frigo et à s'acheter une maison, pourquoi ils changeraient d'attitude en fait? On les félicite pour ça, on les paye même très bien. Parfois, il y a le client aussi qui paye super bien pour avoir des features très peu éthiques. Et là, on dit: «Il y a un problème quand même, son besoin, il est un peu chelou, non?» «Oui, mais le client, il est roi». Ouais, mais ne jamais oublier que le client peut être le roi des cons, en fait. Il y a aussi plein d'autres sujets. Token. Le token, c'est quoi?
C'est quand une entreprise décide de faire du social washing, d'avoir des gens en façade qui montrent à quel point ils ont une marque employeur tournée vers la diversité. Donc, ils vont recruter des personnes avec un neuroatypisme ou ils vont recruter des personnes qui viennent d'Afrique du Nord, par exemple, voilà, des développeurs et des développeuses. En façade, elles diront, regardez à quel point on donne la chance à la diversité. Et puis au final, au niveau de la réalité, on est sur des ingénieurs qui gagnent beaucoup moins d'argent, de salaire que des ingénieurs français, ou avec des missions complètement éclatées au sol à l'autre bout de la France, ou au final de l'exploitation la plus totale. Et là, on en vient au rapport de domination, où des fois on recrute volontairement des personnes fragilisées pour finalement les abuser un petit peu du droit du travail. Pour certains, typiquement des réfugiés, j'en ai connu par le passé, ils connaissent pas le droit du travail français, on peut y aller un petit peu. Une maman comme ma mère qui a 4 enfants, on peut y aller un petit peu aussi. Au final, elle trouvera pas ailleurs, hein. C'est compliqué de trouver ailleurs avec 4 enfants. Au final, une personne qui est en reconversion, c'est compliqué aussi peut-être pour elle de trouver un autre poste, on lui donne sa chance, donc on peut se permettre d'abuser un petit peu, d'avoir une communication violente. On est dans le rapport de domination. Parfois, il est conscient, parfois, il est inconscient. Il y a la précarité aussi. Dans le monde de la tech, on gagne plutôt bien sa vie globalement. Donc on peut se permettre de faire un gros fuck et de dire je me casse de mon job. On peut se permettre un petit peu de prendre la parole comme là je le fais dans des conférences. C'est un privilège énorme, mais il y en a plein des jobs, caissière au supermarché ou caissier au supermarché, dans le monde du BTP, où au final, eh ben, il y en a, ils doivent manger en fait leur pain noir, quoi. Ils doivent subir à la fois des faits d'oppression aussi bien sur eux-mêmes que sur les autres, et ils se taisent, ils sont dans le silence parce qu'ils n'ont pas de choix. Parce que par exemple, ma mère, c'était 1 900 € par mois pour 4 enfants, bah, elle pouvait pas se permettre de dire merde et je m'en vais en fait. Il y a aussi ce que j'appelle l'héritage, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure avec la fameuse échelle, où j'aurais pu continuer à être ce manager par les chiffres. La personne que j'encadre aurait pu considérer que c'était ça aujourd'hui le management, cette façon de manager. Elle aurait pu aussi transmettre ça et ainsi de suite. Parfois, il y a vraiment ce principe que on transmet des valeurs en fait. Une entreprise, à travers les individus et ses strates managériales, transmet des valeurs et parfois les mauvaises valeurs. Il y a l'insensibilité institutionnalisée. Là, je vous apprends rien quand je vous dis que par exemple, dans le monde de la police, parfois, ils ont un JIRA qui leur dit clairement qu'il faut contrôler des Noirs et des Arabes et c'est normal. Moi, je me suis retrouvée aussi dans le monde hospitalier, dans une salle d'urgence à attendre pendant 6 heures. Je venais de faire une fausse couche et pour eux, ça n'était pas une urgence, c'était la fin de l'histoire. Et là, en fait, ils m'ont prise pendant 15 minutes, même pas. Mais encore, c'était moins que ça, je crois, pour me donner une fameuse pilule, pour avorter. On m'a dit: «Voilà, prenez-la maintenant, de toute façon, le staff demain, il va être en congé, on aura beaucoup moins de monde et puis vous êtes jeune, vous aurez de nouveau des enfants» et ainsi de suite. Zéro humanité, zéro empathie, c'était violent, mais d'une force. J'en aurais vraiment voulu. Et avec du recul, je me dis: «Mais en fait, c'est ils m'ont donné ça comme un boulanger donne une baguette, en fait». C'est tellement normalisé et même on leur demande d'être insensibles dans certains secteurs. Sinon, ils pètent des câbles. Sinon, ils arrêtent le job, en fait. Et même dans le monde de l'entreprise, on considère que la sensibilité, c'est un problème. Beaucoup de managers que j'ai entendus des fois dans mon cas d'agent de carrière, où ils me disaient: «Bah, en fait, on me dit que je suis trop sensible et que je suis pas capable de faire le job». Bref, tout ça pour dire que du coup, on normalise, on part du principe que la sensibilité, être empathique, être humain, c'est un problème dans l'entreprise. Il y a aussi la zone de confort et d'amitié. La zone de confort, pareil, je vais vous donner une situation où parfois on choisit vachement plus la facilité. J'ai connu une standardiste qui se faisait harceler sexuellement par un développeur. Et là, les RH, ils ont fait des calculs, ils se sont dit, ouais, quand même, une standardiste, c'est vachement facile à remplacer. Un développeur compétent, c'est vachement plus dur à trouver. Calcul, hop, on licencie la standardiste, normal. Et on garde le développeur. Des situations comme ça, j'en ai des tonnes à expliquer, à raconter. Je pourrais vous dire à quel point des fois la zone de confort, c'est la solution de facilité. On veut pas avoir de problème, on veut pas perdre son job. Moi, quand j'ai rien dit, quand mon collègue s'est fait humilier, c'est la solution de facilité, c'est la zone de confort, en fait. La zone d'amitié, parfois l'amitié, elle est sacrée, la famille, elle est sacrée. On va pas provoquer on va pas s'exclure du cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va pas remettre en question. Typiquement, pareil, une anecdote, vous voyez le screenshot que je vous ai montré tout à l'heure? Je l'ai présenté à quelqu'un
Et il m'a dit, mot pour mot: «Ne me présente jamais cette entreprise, ne me présente jamais cette équipe. Pour moi, c'est un énorme red flag. Même pas de la vie, je veux travailler avec des gens comme ça». Je lui ai jamais dit, peut-être qu'en regardant cette vidéo, il le saura, mais ce sont ses collègues, en fait. Et je suis persuadée d'une chose, si j'avais mis les noms sur ce screenshot, c'est là où c'est aussi contradictoire que ça puisse paraître, je pense que le message déshumanisant aurait été humanisé. On m'aurait dit: «Non, mais je connais cette personne, c'est son trait d'humour, il fait tout le temps ça, il rigole». Et combien de fois vous voyez parfois des discussions sur les réseaux sociaux où, quand on connaît les personnes, on minimise énormément leurs propos, leur impact. Idem pour des personnes célèbres qu'on apprécie au demeurant et qui ont fait n'importe quoi, des cas d'agression, on leur trouve des bonnes excuses à chaque fois. Et puis, il y a la dissonance cognitive, pardon, où il s'agit vraiment de s'arranger avec sa propre conscience. J'ai vu des personnes victimes de racisme accepter d'être racistes avec d'autres personnes racistes, parce que tout simplement, c'est un schéma de pensée qui leur a été inculqué, que j'en parlais tout à l'heure de l'héritage et du management. Je vois des personnes typiquement sur des sujets de voilà, ce que la personne elle fume. On va lui dire c'est pas bien de fumer pour ta santé. Elle va dire non, mais tu sais, j'ai déjà entendu des personnes mourir d'un cancer des poumons alors qu'ils ne fument pas du tout. Donc vraiment, c'est tous ces schémas où on s'arrange avec notre conscience, même si on fait n'importe quoi, on se trouve toujours de bonnes raisons en fait de le faire. Même quand il s'agit d'être dans la discrimination la plus totale avec les femmes quand on est une femme, ça je l'ai vu aussi. Quand on est par exemple sur des situations de discrimination par rapport à l'handicap aussi, c'est assez incroyable des fois où c'est des personnes de la même avec le même handicap ou les mêmes, ou la même communauté qui se retrouvent à faire du mal et à faire souffrir des gens d'une même communauté. Alors, il y a évidemment un chemin de rédemption en créant mon entreprise. J'ai essayé quand même de faire quelque chose qui me ressemble. J'étais à cheval sur les principes, mais mauvaise cavalière aussi, parce que encore une fois, on est confronté à un monde qui est quand même assez semblable à celui qu'on a connu avant. Et donc là, on va faire un jeu, le bien, pas bien. Évidemment, quand j'ai fait ça devant la salle, on s'est bien amusé. Là, ça va être un peu plus compliqué, mais faisons-le quand même. Donc, ne nous souhaitons pas recruter une femme car elle va mal s'intégrer à notre équipe technique qui fait des blagues graveleuses. Bien, pas bien. Évidemment, c'est pas bien. 15% la discrimination au sexe. Dites, bon, a priori, c'est bien. L'équipe technique est jeune, donc nous souhaitons un développeur qui a moins de 30 ans. Donc ces gens-là sont carrément dans la merde, hein, disons-le franchement. Surtout quand on voit que l'âge à la retraite, c'est 70 ans. Bon, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu. Bien, pas bien, une petite session de mob programming. Donc là, on s'est bien marré, évidemment, parce qu'il y a un piège, il n'y a pas de femmes dans l'équipe. Donc c'est pas si bien. Et là, ah non, une handicapée s'est plaignue de prévoir un aménagement de son poste. Là, j'en ai fait que 3, hein, mais je peux vous assurer que je pourrais pareil en faire un livre de tout les ce que j'ai pu entendre, hein, en me mettant à mon compte et même avant. Et là, j'ai envie de vous dire: «Dis-moi à qui, à quoi tu dis non et je te dirai, qui tu es». Tu es, hein, pas tu es, bien évidemment. Non, mais c'est vrai, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir dire non. Et c'est ce que j'appelle l'art du non-compromis, ce qu'on ne verra certainement pas aujourd'hui dans un post LinkedIn où tout le monde parle de l'art du compromis, d'argent, de salaire, ce qu'il faut négocier, et cetera, et cetera. Il y a des choses qui sont non négociables, c'est les valeurs. Et ça reste malgré tout une discipline avec un questionnement perpétuel. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais me sentir bien à travailler pour cette entreprise? Est-ce que c'est raccord avec ce que je suis, en fait? Et c'est une démarche salutaire, des fois, de dire non. Des fois, les entreprises vous disent merci pour ça, hein. Des gens vous disent merci aussi. Parce que dès l'instant où vous dites oui à tout le monde, à votre mère, votre belle-mère, votre enfant, votre père, votre frère, vos amis, vous cramez totalement, votre libre arbitre disparaît, c'est le burn-out en fait. Et c'est aussi penser impact. C'est ce que je disais un petit peu avec le questionnement perpétuel. Ça a un impact que de faire la discrimination aujourd'hui, par exemple. C'est 150 milliards d'euros, soit 10 fois le budget 2022 du ministère du Travail, Emploi et Insertion. Autant vous dire hein, que si on règle le problème des discriminations, on règle en partie, hein, sans faire des raccourcis trop rapides, tout de même, la question des retraites. Hein. Donc voilà, c'est penser à impact et je pense que tout à chacun, à un moment donné, quand il refuse des personnes en reconversion, quand vous êtes là à exclure des femmes dans des équipes, bah, vous avez un impact en fait.
Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour s'inspirer de ce que j'ai fait, en fait, hein? Alors évidemment, c'est très perfectible, c'est un truc que j'ai fait, mais que je fais encore aujourd'hui. C'est, vraiment une démarche d'introspection, premièrement. Ce que je veux, ce que je ne veux plus. Souvent, on sait ce que l'on ne veut plus. On ne sait pas toujours ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut plus, arrivé au bout d'un certain nombre d'années d'expérience. Et où sont mes priorités? Où sont mes limites? Et à un moment donné, c'est important de savoir, voilà, pourquoi on fait appel à vous. Parfois, c'est pour de mauvaises raisons. Moi, on m'a déjà fait appel à moi pour recruter une personne qui voulait licencier. Et donc, l'idée, c'était de faire un recrutement en mode sous-marin pour remplacer cette personne. Allô? Comment? J'ai pas bien compris. Donc non, voilà, typiquement, ça, c'est des choses aussi où des fois, ça peut être flatteur, on fait appel à vous, nananana, on sait toujours vous caresser dans le sens du poil. Ça, c'est ils sont très, très bons pour ça, mais des fois, c'est de mauvaises raisons. Donc vraiment, quand je disais le questionnement perpétuel, c'est ça, c'est une démarche d'introspection, c'est réfléchir à un positionnement. C'est pas, qu'un positionnement, d'entreprise, hein, le positionnement. C'est aussi un positionnement individuel, un positionnement en tant que freelance. C'est créer un document de proposition de valeur. Moi, je l'ai fait au en plus du contrat commercial et donc du contrat, vous, en plus du contrat d'entreprise, vous pouvez faire à un moment donné, en plus du CV, pardon, un document qui explicite concrètement qui vous êtes, en fait. Qui suis-je en quelques mots? Mes valeurs clés, mes domaines de prédilection, ce que j'adore, ce que j'aimerais découvrir et ce sur quoi j'aimerais grandir. Et puis aussi, sur, par exemple, mes critères, en fait. Les entreprises, elles savent mettre des critères à rallonge sur ce qu'elles attendent. Pourquoi vous faites pas pareil, en fait? Vous pouvez parfaitement, mettre, noir sur blanc: «Voilà, moi, pour moi, c'est important le full remote» et pourquoi? Mon équilibre vie pro perso. J'ai un autisme Asperger. Et des fois, les entreprises, elles ont plein de préjugés sur ça. Elles peuvent se dire: «Ah bah, il veut pas être en présentiel dans l'entreprise, il est pas très sociable» et cetera. Mais si vous justifiez, vous expliquez, il y a des entreprises qui diront: «Bah go, je m'en fiche». Il y en a qui diront: «Je discrimine» et bah, qu'elles aillent se faire, voilà. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous provoquez davantage de matching aussi. Vous avez le droit de mettre vos valeurs, vous avez le droit de les mettre noir sur blanc. Moi, quand j'ai fait ma proposition de valeur pour les entreprises, il y en a certaines qui m'ont dit: «Mais ça, sur ça, on pourra pas vraiment y aller». Je fais: «Bah, c'est pas grave, tant pis, on n'y va pas et c'est pas gênant, en fait». Et des fois, quand vous leur dites non aux entreprises, elles sont choquées. Parce qu'elles se disent: «Depuis quand on dit non à un client, en fait?» Elles ont pas l'habitude et ça vous met en valeur et vous avez l'impression d'un devoir accompli, en fait, énorme quand vous le faites. Ensuite, une meilleure connaissance du droit du travail et du droit commercial. Ça, c'est pareil, je l'ai découvert, en tant que candidate, en tant que salariée, en tant que recruteuse, que des fois, il y a des formules dans les contrats de travail qui, à un moment donné, quand vous êtes dans la sauce, vous dites: «Mais punaise, j'aurais dû, mieux relire cette phrase, en fait». Ou sur des questions de clauses de non-concurrence ou même sur des contrats commerciaux, quand vous êtes freelance ou parfois il y a, vraiment de l'abus, sur du salariat déguisé ou ce genre de choses. Donc vraiment, faites relire, apprenez vos droits, apprenez vos c'est pas bien méchant et ça vous met vraiment parfois, dans des situations critiques quand vous êtes dans la méconnaissance de ces sujets. Ensuite, faites des entretiens, restez connectés avec le marché. Faites des entretiens à la fois pour mieux vous connaître vous-même, mieux vous connaître les marchés, mieux se sentir où se situent, on va dire, les nouveautés, et cetera. Mais aussi pour ne pas oublier d'où vous venez, en fait. Moi, quand je fais des entretiens en tant qu'agent de carrière, je n'oublie pas la discrimination, je n'oublie pas les problèmes qu'il y a sur le marché. Faites des entretiens avec des personnes plus juniors, ça vous permettra de ne pas oublier d'où vous venez. Parce que des fois, on grandit, on devient tech lead, on devient CTO, on se permet de juger très vite les gens qui débutent, mais on oublie souvent d'où on vient, en fait. Alors évidemment, il y a aussi, la question, de l'entourage. C'est super important, surtout en freelancing. On n'arrive pas toujours seul face à un problème. Donc des fois, c'est important d'être en lien avec des assos, d'être en lien avec un psy quand il faut faire un diag, d'être en lien avec des coachs. J'en suis un, entre guillemets, bien sûr, mais avec des juristes aussi par rapport au droit du travail et définir une roadmap de votre entreprise avec l'entreprise aussi. Surtout en ce moment où il y a la fin des levées de fonds, elle recrute plus 14 personnes, mais 4 personnes. Et elle vous demande, de remplir le job de tout un département IT. À un moment donné, c'est pas possible, hein, il faut penser à votre santé mentale. Bah, cutter un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faudra faire dans les prochaines années et cetera? Donc c'est important vraiment de voir comment vous avancez avec cette entreprise et si vous êtes raccord aussi bien sur les éléments du poste, mais aussi sur les valeurs. Et enfin, créer une blacklist. Alors moi, je la diffuse pas, elle restera toujours dans mon voilà, dans mon petit truc, dans mon petit giron à moi, mais c'est pour pas oublier, en fait, ce que j'ai pu voir typiquement à l'époque des coronavirés, ce qui a été fait avec pas mal de personnes
qui ont été licenciés, et cetera. C'est pas oublié, en fait, si on me sollicite en tant que recruteuse: «Est-ce que tu veux recruter machin, machin?» Bah, en fait, vos valeurs, je les connais et j'en garde pas un très bon souvenir et ainsi de suite, quoi. Donc j'en fais vraiment, une documentation ultra précieuse que je garde, bah, voilà, moi-même pour bien décider pour la suite. Alors avoir des valeurs, évidemment, ça a des risques, hein, je vous cache pas. C'est avoir une clientèle limitée. Bah, je travaille pas avec tout le monde, mais avec les bonnes entreprises et j'ai envie de dire que si vous faites ce document de proposition de valeur, ça sera certainement la même chose. Il y aura peut-être moins d'offres d'emploi pour vous, mais peut-être les meilleures. C'est être un miroir déformant. Alors là, il est clair que quand on est indépendant, c'est une force pour le coup, d'être un peu dans le corporate hiking, de dire ce qui va pas. Mais je sais que quand on est en interne, on est tout de suite catalogué comme défaitiste, négatif, comme quelqu'un qui dérange, hein, cégétiste, féministe, wokiste, bref, tout ce qui finit en iste, hein. Et pourtant, c'est important d'aller en profondeur, hein. C'est quand même des sujets ultra importants. C'est être une potentielle menace. Pour ma part, ça a été le cas. J'ai pointé du doigt des entreprises sans les citer et en disant que c'était problématique d'être dans l'abus du droit du travail, de faire des choses qui ne sont pas raccord avec le droit du travail, etc. Bon, bref, ça m'a valu quand même quelques courriers d'avocats. Voilà. Et c'est s'isoler aussi, hein, évidemment, tu as pas tous les amis du monde, tu as parfois plus d'ennemis que d'amis. Tu as parfois, voilà, des shitstorms dans la face, tu as parfois des choses un peu douloureuses. Mais au moins, le matin, quand on se réveille, on prend un plaisir à se regarder dans la glace et à se dire qu'on n'est pas complètement une super connasse. Donc, voilà, ça a des avantages, hein, évidemment. C'est aussi avoir un positionnement clair. Les entreprises qui font appel à moi, elles savent qui je suis, elles savent mes valeurs, elles savent, bah, voilà, mes prises de position, mes opinions. Donc du coup, ça fait un gagner un temps fou. Elles savent que je suis aussi alignée, c'est-à-dire que ce que je dis, bah, je l'exploite vraiment dans le quotidien, dans la réalisation de mon travail, en fait, c'est pas juste des paroles en l'air. J'ai un sentiment d'utilité quand je dis ce qui ne va pas aux entreprises, bah, ça elles sont contentes, en fait, hein. Elles me disent: «Bah, en fait, on nous l'a jamais dit». Parfois, même quand je suis en tant qu'agent de carrière, je fais des feedbacks, aux personnes, aux candidats, bah, des fois, ils entendent pas, hein, on fait ce qui va pas, donc ils sont plutôt contents. C'est une meilleure légitimité dès l'instant où je place la qualité au centre vraiment, de mon travail. Bah, je fais pricer ça, forcément plus cher et aujourd'hui, voilà, je m'en sors pas trop bien au niveau de mon chiffre d'affaires, hein. Pendant 5 ans, là, j'ai dû faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires et j'ai une meilleure légitimité aussi, bah, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est aussi, voilà, dès l'instant où je suis capable de dire non, bah, elles ont carrément plus confiance quand je dis oui aussi, quoi. Ce qui est complètement, logique, hein, sur le plan psychologique. Les entreprises, te croient davantage, on va dire, quand tu dis oui. Alors, évidemment, l'avantage premier, c'est aussi d'être libre. Libre, c'est pas forcément faire tout ce que l'on veut, c'est être, qui l'on est et ça, je peux vous dire que c'est un travail, de longue haleine, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui fait des nœuds au cerveau. Mais vraiment, j'ai envie de dire que, voilà, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont militantes et je les admire beaucoup. Elles essaient de changer la face du monde et c'est très bien. Mais moi, vraiment, mon principal combat, c'est déjà d'être digne dans un monde de fous et être qui l'on est, c'est des fois plus que salutaire, en fait. Typiquement, Jim Carrey, il avait fait une présentation à un moment donné sur la dépression. Il disait, à un moment donné, le cerveau crée un avatar qui s'adapte continuellement au monde qui nous entoure. Mais le corps, il dit un gros fuck à un moment donné, il dit stop, c'est pas moi, c'est pas ce que je suis. Et ça provoque vraiment beaucoup de situations de mal-être professionnel. Le burn-out, je crois même que c'est l'une de ses principales raisons. C'est quand il y a vraiment un schisme entre ce que l'on fait et ce que l'on est en fait. Bref, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est vraiment la chose suivante, n'ayez pas la flemme d'être qui vous êtes en fait. Ça prend du temps, c'est de l'énergie, mais vraiment c'est super important. N'ayez pas la flemme de faire de la qualité aussi bien, pas juste du code en fait, dans l'attitude, dans le comportement, dans la communication, c'est super important et vraiment, n'ayez pas la flemme, bah, de découvrir le monde aussi qui vous entoure. Ne soyez pas dans des biais, dans l'entre-soi. Il y a de la diversité, il y a plein de choses à connaître, il y a des parcours différents. Même si voilà, ça prend du temps, c'est ultra important, pour toujours placer le curseur de vos valeurs bien là où il faut, quoi. Donc vraiment la veille, je l'entends souvent, c'est ouvrir plein de livres et s'il y a bien un livre à ouvrir, c'est le livre de vous-même. Voilà, merci à tous. Évidemment, je vous mets juste après mes sources qui sont donc ici et qui reprennent un petit peu les éléments de slide et la vieille blague de merde que j'ai pu faire sur la fin de cette conf, c'est celle-ci, c'est voilà, faites un petit feedback avec Guillaume Scanner. Yes, we scan aussi, j'avais hésité pas mal avec celle-là, bon bref. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours, franchement, ça me ferait grave plaisir
et puis surtout, très bonne journée à tous. À bientôt.